Bonjour à tous, c'est Charlotte, aka Huguette sur le forum, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau chapitre sur le tissu osseux et l'ostéogenèse. Vous verrez que c'est un cours un peu plus complexe que celui qu'on a vu la dernière fois sur le tissu cartilagineux, et sans plus attendre, on va commencer. Le tissu osseux, il fait partie de la grande famille des tissus conjonctifs, mais à une échelle un peu plus restreinte, il fait surtout partie de la famille des tissus squelettiques de soutien. Sa matrice extracellulaire, elle est solide, minéralisée parce qu'elle est imprégnée de sels minéraux, et elle est vascularisée. Le tissu osseux, il est composé de deux populations cellulaires. La première, elle est d'origine mésenchymateuse et elle comporte les ostéoblastes et les ostéocytes. La seconde, elle est d'origine hématopoïétique, donc de la lignée monocytaire, et elle comporte les ostéoclastes. Ces deux populations, elles communiquent de façon étroite et permanente, réparties au sein de la matrice extracellulaire. La croissance de l'os, elle ne peut se faire que par apposition de matrice. Son renouvellement, il implique la destruction préalable du tissu osseux et son aspect, il résulte d'un équilibre entre l'activité de ces deux populations cellulaires. On dit vraiment que le tissu osseux, il est en équilibre dynamique. C'est vraiment la phrase clé de ce cours. On commence par s'intéresser à la lignée mésenchymateuse qui, on le rappelle, comprend les ostéocytes et les ostéoblastes. Les ostéoblastes, ils sont apposés sous la forme d'une couche continue à la surface des travées et à l'état de repos, ils prennent le nom de cellules bordantes. Ils ont une forme polyédrique avec un noyau ovalaire qui est rejeté au pôle non sécréteur de la cellule, puisque le pôle sécréteur, lui, il est terminé par des fins et courts prolongements cytoplasmiques qui s'enfoncent dans la matrice osseuse. Aux extrémités des ostéoblastes, on retrouve des jonctions communicantes de type cap qui permettent la communication avec les ostéoblastes voisins. Le cytoplasme est plutôt basophile, ce qui reflète une richesse en organites impliqués dans la synthèse des protéines de la matrice, mais également des mitochondries qui stockent et concentrent les ions calcium et phosphore sous forme de vésicules matricielles. On verra pourquoi c'est important par la suite. Le rôle principal des ostéoblastes, c'est d'assurer la synthèse et la minéralisation de la matrice extracellulaire en deux temps. D'abord, on va avoir une synthèse de composantes organiques, donc les fibres conjonctives et la substance fondamentale, et on va se retrouver avec une matrice non minéralisée qui portera le nom de bordure ostéoïde. Par la suite, il va y avoir minéralisation de la matrice par un processus complexe qui aboutit au dépôt de cristaux d'hydroxyapatite entre des fibres de collagène de type 1. La minéralisation de la bordure ostéoïde, elle emprisonne l'ostéoblast qui devient un ostéocyte. Donc si vous voulez, en quelque sorte, l'ostéocyte, c'est l'évolution Pokémon de l'ostéoblast, c'est comme ça que je m'en rappelais. Et justement, en parlant de ces ostéocytes, ce sont des cellules fusiformes à grand axe parallèles à la surface osseuse qui sont emprisonnées dans des logettes qu'on appelle ostéoplastes. Ça, c'est la même chose que dans le cours du tissu cartilagineux avec les chondrocytes et les chondroplastes. Les ostéoplastes, ils sont reliés entre eux par des canalicules dans lesquels cheminent les fins prolongements cytoplasmiques des ostéocytes, et les extrémités sont munies de systèmes de jonction communicantes de type GAP qui permettent l'interaction avec les ostéocytes voisins, mais également avec les ostéoblastes en surface. L'ostéocyte, il a deux fonctions. La première, c'est l'harmonisation du remodelage osseux, puisqu'il est capable de percevoir les variations de contraintes mécaniques qui s'exercent sur le tissu osseux. Et il va donc transmettre ces informations aux ostéoblastes, et les ostéoblastes vont soit augmenter la synthèse de la matrice osseuse, ou sinon les ostéoclastes vont augmenter la résorption. La deuxième fonction, c'est celle du maintien de l'homéostasie phosphocalcique, puisqu'ils peuvent résorber la matrice osseuse périostéocytaire ou synthétiser de la matrice osseuse. Ils participent également aux échanges permanents calcium-phosphore entre le tissu osseux et le sang. Les représentants de la lignée hématopoïétique, ce sont les ostéoclastes, qui sont des cellules mobiles disséminées à la surface des travées qui détruisent le tissu osseux. Donc ils ont un rôle totalement aux antipodes de celui de l'ostéoblaste. Et pour retenir que les ostéoblastes sont ceux qui synthétisent et que les ostéoclastes sont ceux qui résorbent la matrice osseuse, je me disais que claste, ça ressemblait à casser, donc que ça supprimait quelque chose, alors que ostéoblaste, ça me faisait penser à bâtir, donc ça synthétisait. L'ostéoblaste, c'est une volumineuse cellule plurinucléée qui mesure jusqu'à 100 mm de grand axe. Elle va posséder 10 à 15 noyaux qui sont disposés en périphérie. Et le cytoplasme, il renferme des mitochondries et des lysosomes contenant des enzymes. En regard de la chambre de résorption, ils vont posséder une bordure en brosse constituée de microvillosités. Vous l'aurez compris, les ostéoblastes, ils vont vraiment venir assurer la résorption de la matrice osseuse. Et la pompe à protons, elle va diminuer le pH et ça va dissoudre les cristaux d'hydroxyapatite. Ça, vous le reverrez en odontologie. Et les enzymes lysosomiales, elles vont digérer le collagène et autres protéines de la matrice organique.
Le recrutement et l'activité des ostéoclastes, il est contrôlé par les ostéoplastes grâce à de multiples facteurs de croissance qui permettent une coordination entre la synthèse et la dégradation de la matrice osseuse. C'est surtout parce que les ostéoblastes, en leur sein, ils comprennent les récepteurs ostéoclastiques, donc les ostéoclastes ne peuvent pas agir sans les ostéoblastes. La matrice osseuse, elle va venir s'organiser sous forme de travées entourant des lacunes de tissu conjonctif vascularisé, dont les plus volumineuses de ces lacunes vont venir renfermer la moelle osseuse. Le tissu osseux est le tissu le moins hydraté de l'organisme. On le rappelle, la matrice extracellulaire, elle comporte une composante organique sur laquelle se dépose la composante minérale, et cette imprégnation de minéraux, elle va rendre la matrice extracellulaire et le tissu osseux imperméables. La composante organique représente 30% du poids sec de la matrice extracellulaire et est principalement composée de fibres conjonctives, dont du collagène de type 1 à 95%. La substance fondamentale est composée de glycosaminoglycanes sulfatés et de protéoglycanes peu abondants. Cette faible abondance, elle provoque une forte affinité pour les sels de calcium. On a aussi d'autres protéines telles que des facteurs de croissance et des glycoprotéines de structure qui sont présents en faible quantité. Et parmi elles, on va avoir l'ostéopontine et la fibronectine qui vont assurer la liaison entre matrice et les cellules, et l'ostéocalcine et l'ostéonectine qui permettent la minéralisation car elles ont une forte affinité pour les sels de calcium. Pour retenir que la fibronectine et l'ostéopontine assuraient la liaison et non pas l'ostéocalcine et l'ostéonectine, mon mémotechnique, c'est les filles traversent le pont. Donc les filles, la fibronectine, traverse le pont, l'ostéopontine, et un pont, ça forme des liaisons entre deux éléments. Pour la composante minérale, elle est plus abondante puisqu'elle représente 70% du poids sec de la matrice extracellulaire et elle est constituée de cristaux d'hydroxyapatite, qui est un complexe cristallin de calcium et de phosphore qui s'intercale entre les fibres de collagène. Le périoste par rapport à l'os, c'est à peu près la même chose que le périchondre par rapport au tissu cartilagineux. Donc c'est un tissu conjonctif dense qui enveloppe la face externe des os, à l'exception des cartilages articulaires. Il va se poursuivre par des capsules articulaires aux extrémités des os et sert d'insertion aux tendons et aux ligaments. Il est constitué de 2 couches, et ça c'est là qu'il y a la grosse différence entre le périoste et le périchondre, c'est que les 2 couches du périoste sont vascularisées. Donc la couche externe est appelée tendiniforme, et c'est un tissu conjonctif dense, fibreux, richement vascularisé. Cela assure la nutrition de l'os sous-jacent, et les branches des artères périostiques, elles vont pénétrer dans le tissu osseux sous-jacent. La couche ostéogène interne, c'est un tissu conjonctif lâche, richement vascularisé. Il participe aussi à la nutrition de l'os sous-jacent, et les cellules prolifèrent et se différencient en ostéoblastes, ce qui participe à la croissance du tissu osseux et à la réparation des fractures osseuses. Au sein de notre corps, on peut distinguer 2 types de tissus osseux selon l'orientation des fibres de collagène. Le tissu osseux réticulaire, c'est le tissu osseux primaire, il est non orienté, il contient des fibres de collagène de type 1 et des ostéocytes disposés sans ordre. Il est peu minéralisé et transitoire. Il va être remplacé au cours du développement par du tissu osseux lamellaire, mieux organisé et plus résistant lors de l'ossification secondaire. Chez l'embryon, le fœtus et l'enfant et l'adolescent, il constitue les ébauches osseuses et après la puberté, il ne persiste qu'au niveau des osselets de l'oreille moyenne. Donc si vous avez un item qui dit le tissu osseux réticulaire disparaît complètement, c'est faux. De même, si vous avez un item qui dit le tissu osseux lamellaire compose la totalité de l'os adulte, c'est faux également. Le tissu osseux lamellaire ou tissu osseux secondaire, il se forme rapidement à partir du tissu osseux primaire. Il est orienté, il est très minéralisé et il constitue la presque totalité de l'os adulte. Il contient des fibres de collagène de type 1 qui sont disposées parallèlement les unes aux autres, réalisant des lamelles superposées entre lesquelles se disposent les ostéocytes. Et cette même disposition des lamelles osseuses va permettre de différencier 2 types de tissus osseux lamellaires. Alors moi je le vois comme une baguette un petit peu pour imaginer ça, mais vous avez le tissu osseux aversien qui est le tissu osseux compact qui forme le tissu osseux présent sur la partie externe des os qu'on appelle la corticale. Les lamelles osseuses y sont disposées de manière concentrique autour de canaux formant les ostéones. On voit ce que c'est les ostéones juste après. Et au centre, vous allez avoir le tissu spongieux ou tissu trabéculaire qui est semblable à une éponge. Les lamelles osseuses sont disposées en travées séparées par des cavités contenant la moelle osseuse. Donc pourquoi je dis que ça ressemble à une baguette ? Parce que l'extérieur est plus dur et l'intérieur est plus aérien avec beaucoup de pores parce que le tissu spongieux est poreux. Et donc j'associais le tissu spongieux à la mie du pain.
Ok, je sais que là, ça va être la panique à bord parce qu'il y a beaucoup de schémas, mais on va tout détailler ensemble avec le pointeur et vous verrez, ça passera beaucoup mieux. Donc un ostéone, ça correspond à un cylindre constitué d'un canal central entouré de lamelles osseuses. C'est ce que je vous pointe ici et c'est ce qu'il y a ici également, en haut à droite. Les ostéones, vous le voyez, ils sont parallèles les uns aux autres selon le grand axe de l'os. Entre les ostéones, on va trouver des systèmes intermédiaires qui correspondent à des restes d'anciens ostéones partiellement détruits par les remaniements tissulaires permanents. À la périphérie de l'os, donc la périphérie c'est ici, on va trouver une mince couche de tissu osseux lamellaire compact dépourvu de vaisseaux appelé système fondamental externe. Et ce système fondamental externe, il entoure totalement l'os sous le périoste. À la face interne, on a la même chose. Bon là on ne le voit pas sur le schéma, mais on a exactement la même chose au niveau de la face interne, sauf que ça s'appelle système fondamental interne. Au centre de chaque ostéone, vous allez trouver un canal qui s'appelle le canal de Havers et c'est une cavité conjonctivo-vasculaire de petite taille dans laquelle va circuler un capillaire sanguin et une fibre nerveuse amyélinique. Le terme amyélinique, on le reverra dans le cours du tissu nerveux, ne vous en faites pas. Et ce canal, il va être tapissé de cellules bordantes et il est entouré de 10 à 15 lamelles osseuses concentriques. D'accord ? Les fibres de collagène, elles y sont parallèles les unes aux autres et disposées de façon hélicoïdale par rapport à l'axe de l'ostéone dont l'organisation assure la solidité optimale du tissu osseux. Tout à l'extérieur, vous avez la ligne sémentante qui constitue la limite externe de l'ostéone. Il s'agit d'une lamelle osseuse dépourvue d'ostéocytes. Les canaux de Havers, ils communiquent entre eux par les canaux de Volkmann. Ce sont des canaux dépourvus de lamelles concentriques. Et si vous voulez vous souvenir que c'est les canaux de Volkmann qui lient les canaux de Havers entre eux, moi je pensais à un Walkman, enfin je sais pas, mais Walkman c'était, littéralement c'est un homme qui marche, et je me disais qu'un homme il marche d'un point A à un point B, donc d'un canal de Havers ici à un autre canal de Havers ici. L'architecture osseuse, vous allez la voir et la revoir sous tous les angles de l'anatomie. Mais ici, je vais essayer de vous faire une petite introduction. Donc, vous avez les os longs qui comportent une partie médiane rétrécie qui est la diaphyse. C'est ce que vous voyez au milieu sur l'image à droite. Et deux extrémités plus ou moins élargies qu'on appelle les épiphyses. Les deux sont reliés par les métaphyses. La diaphyse, elle est composée d'os compacts et d'une cavité médulaire centrale qui contient de la moelle osseuse jaune. Les métaphyses, elles sont constituées de tissus osseux spongieux entourés de tissus osseux compacts prolongeant la corticale de la diaphyse. Et enfin, les épiphyses, elles sont composées d'os spongieux entourés de tissus osseux compacts qui s'amincissent et se terminent au contact du cartilage articulaire. C'est ce que vous voyez tout en bas sur l'image à droite. Vous voyez bien votre épiphyse et vous voyez qu'il y a une partie un petit peu plus bleutée, c'est ce qu'on appelle le cartilage articulaire. Chez l'enfant, les épiphyses sont séparées des métaphyses par du cartilage de croissance. Vous vous souvenez, c'est ce qu'on a vu dans le cours du cartilage. Mais à la fin de la croissance, les cartilages de croissance ils vont disparaître et les épiphyses et les métaphyses fusionnent. Les os courts, ce sont les os du tarse et du carpe, donc les os des mains et des pieds concrètement. Ils ont une structure identique aux épiphyses des os longs, donc du tissu osseux trabéculaire ou tissu osseux spongieux, entouré par une mince corticale d'os compacts. Et enfin, vous avez les os plats, qui sont les os des côtes, de la voûte crânienne et les omoplates. Dans les os du crâne, le tissu osseux spongieux, on l'appelle la diploé, et l'os compact, il forme les tables externes et internes. On en a maintenant fini avec la partie sur le tissu osseux et on va maintenant s'intéresser à la partie sur l'ostéogenèse. C'est une partie plus complexe qui demande plus d'apprentissage, mais c'est très intéressant. Et l'ostéogenèse, elle définit l'ensemble des phénomènes conduisant à la formation des os. Alors, on va avoir deux phénomènes, à savoir l'ossification primaire, qui est le remplacement d'un tissu cartilagineux ou d'un tissu conjonctif par du tissu osseux, ce qui aboutit à une construction osseuse initiale, et l'ossification secondaire, qui correspond au remplacement d'un tissu osseux par du tissu osseux. Donc c'est plus du remodelage. La construction osseuse initiale, elle se déroule chez l'embryon, le fœtus, mais aussi chez l'enfant pour aboutir à la formation d'os primaires. Et au terme de cette construction osseuse initiale, la pièce osseuse n'est pas du tout définitive. C'est pas la bonne taille, c'est pas la bonne forme, c'est pas la bonne structure. Donc elle va croître dans tous les sens et se remodeler. La croissance osseuse, elle comprend donc l'ossification primaire et l'ossification secondaire. Le tissu osseux, c'est un tissu dynamique en remodelage permanent. C'est normal parce que au fil du temps, notre corps s'use et on a toujours besoin de renouvellement afin de ne pas avoir des fractures permanentes.
La formation d'os primaire, elle se poursuit et s'accompagne d'une ossification secondaire rapide au sein de l'os, et le remodelage osseux, il va être assuré par l'ossification secondaire et débuter en même temps que la croissance osseuse. Le remodelage il va être rapide chez le nourrisson et l'enfant, puisqu'on a l'acquisition de la marche, mais il va devenir de plus en plus lent avec l'âge chez l'adulte, sauf en cas de pathologie où on a vraiment besoin d'un remodelage plutôt rapide, ou en cas d'activité physique intense chez les sportifs de haut niveau. Une phrase très importante du cours, c'est lors de la croissance, les deux types d'ossification ont lieu simultanément dans des sites différents. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pendant qu'il y aura de l'ossification secondaire sur un site, il y aura de l'ossification primaire sur un autre site un petit peu plus loin. J'ai fait une analogie dans ma fiche, je vous conseille d'aller la regarder si cette phrase n'est pas très claire pour vous. L'ossification primaire, elle débute durant la vie embryonnaire ou fétale, elle se poursuit après la naissance. On a des os qui apparaissent très tard au sein de notre corps. Faut pas croire que c'est un phénomène qui appartient juste au bébé. L'ossification primaire va se dérouler en présence de contraintes mécaniques faibles et elle va remplacer du tissu conjonctif ou du tissu cartilagineux. Lorsque le tissu osseux il remplace du tissu conjonctif, on appelle ça une ossification endoconjonctive et elle correspond à une ossification de membrane associée à une ossification périostique. Ces deux dernières vont assurer la formation des os plats du crâne. Lorsque le tissu osseux remplace du tissu cartilagineux, je vous l'ai dit, cela correspond à l'ossification endochondrale, et l'ossification endochondrale associée à l'ossification périostique donne la formation des os plats et des os longs. La formation des os longs, elle se fait en 2 étapes consécutives, la formation d'une maquette cartilagineuse, puis l'ossification. Donc au début, on va avoir une maquette cartilagineuse recouverte de périchondre qui va se former au sein du mésenchyme embryonnaire, et cette maquette, qui est formée de cartilage hялin, elle constitue l'ébauche du futur os long. Elle va avoir grossièrement la forme de la pièce osseuse définitive. Sa croissance va se faire selon 2 mécanismes, la croissance interstitielle et la croissance par apposition. Attention, ça vaut parce qu'on est au niveau d'une maquette cartilagineuse. On se rappelle que pour le tissu osseux, on peut avoir une croissance uniquement par apposition. L'ossification primaire, elle va être déclenchée par la pénétration de vaisseaux sanguins dans le cartilage, ce qui va définir 3 centres d'ossification. Le centre d'ossification diaphysaire, qui va apparaître avant la naissance, et les 2 centres d'ossification épiphysaire supérieur et inférieur, qui apparaissent, eux, après la naissance. Bon, les 2 prochaines diapos vont être un peu barbares, il y aura beaucoup de coupes, mais je vous jure que c'est pour essayer de vous faire comprendre au mieux ce cours, parce que juste vous lâcher des pavés, c'est pas possible, donc on va essayer de détailler ensemble ce qu'on voit sur les coupes. L'ossification diaphysaire, elle va se faire selon 2 mécanismes. Premièrement, l'ossification endochondrale qui permet une croissance en longueur et ensuite l'ossification périostique qui permet une croissance en épaisseur. Donc à partir du périchondre, on va avoir un bourgeon conjonctivo-vasculaire qui pénètre dans le cartilage jusqu'au centre de la diaphyse. Et l'augmentation de cette concentration en oxygène, ça va provoquer une hypertrophie du cartilage et on va aboutir à un cartilage hypertrophique. C'est ce qu'on voit ici et ici sur les coupes. Le cartilage hypertrophique, comment on le reconnaît? Ce sont des volumineux chondrocytes et les noyaux sont pycnotiques, ce qui veut dire que par la suite, ils mourront. Et c'est vraiment le chef d'orchestre de l'ossification endochondrale. À l'opposé du bourgeon, donc le bourgeon il est par là, à l'opposé c'est ici, à l'opposé du bourgeon conjonctivo-vasculaire, le cartilage hypertrophique, il va induire la prolifération des chondrocytes, ce qui va former des groupes isogéniques axiaux orientés selon le grand axe de l'os. C'est le cartilage serré. Le cartilage serré, c'est ce que vous voyez ici et ici. C'est ce qu'on appelle le cartilage en pile d'assiette. Encore une fois, vous allez le voir dans le cours sur l'appareil locomoteur en anatomie. Du côté du bourgeon, donc ici, le cartilage hypertrophique, il va induire la minéralisation de la matrice extracellulaire. C'est ce qu'on appelle le cartilage calcifié. Et au sein du bourgeon, on va avoir plusieurs autres choses qui vont pénétrer. Il y a les cellules souches hématopoïétiques, des cellules ostéoprogénitrices et des précurseurs ostéoclastiques. On voit juste après pourquoi c'est important. Lorsque les ostéoclastes ils vont venir au contact du bourgeon conjonctivo-vasculaire, ils vont se mettre à détruire le cartilage calcifié en effondrant les fines cloisons transversales qui séparent les chondrocytes d'un même groupe isogénique. C'est ce qu'on appelle le front d'érosion. Le front d'érosion, vous le retrouvez ici et vous le retrouvez ici également sur cette coupe. Il va persister des travées de cartilage calcifié, on va appeler ça les travées directrices. C'est ce que vous retrouvez ici, ici, ici sur le schéma et ici sur la coupe. D'accord? Ça, c'est les travées directrices. Et ces travées directrices, elles vont servir de support pour l'ossification endochondrale.
Le front vasculaire, il va être constitué par les vaisseaux et les cellules ostéoprogénitrices qui s'engouffrent dans les tunnels creusés par les ostéoclastes. Donc ici on voit bien les tunnels. Les ostéoblastes qui proviennent de la division des cellules ostéoprogénitrices, ils s'organisent en bordure épithéloïde. C'est ce qu'on voit ici. Vous voyez qu'ils sont tous alignés sous forme d'un épithélium. Et c'est le long des travées directrices et ils vont déposer la matrice ostéoïde et c'est exactement ici que va apparaître le tissu osseux primaire endochondral. L'érosion du cartilage, elle va cesser lorsque les zones d'ossification, elles atteignent les métaphyses. On voit bien ici, on a un arrêt de la prolifération. Pour l'ossification périostique, le périchondre, il va se différencier en périoste dans la partie moyenne de la diaphyse. Pour former et faire croître des os du crâne, on va avoir deux types d'ossification. L'ossification de membrane qui correspond à une ossification interne et une ossification périostique qui correspond à une ossification externe. L'ossification de membrane, elle va se faire en deux phases. Une phase de préossification suivie d'une phase d'ossification. La phase de préossification, une ébauche du conjonctif va se former au sein du mésenchyme embryonnaire et cette ébauche, on va l'appeler voûte membraneuse du crâne. La phase d'ossification, elle va débuter avec la pénétration de vaisseaux sanguins au sein de l'ébauche conjonctive. Autour des vaisseaux, on va avoir des cellules mésenchymateuses qui vont proliférer et se différencier en ostéoblastes, puisqu'on le rappelle, la lignée mésenchymateuse, elle comprend les ostéoblastes et les ostéocytes. Cela va créer des centres d'ossification primaires formés de tissus osseux réticulaires. On va donc avoir une croissance centrifuge des centres d'ossification primaires que l'on nomme plaque osseuse. L'ossification périostique ou ossification externe, c'est une ossification de surface. Avant la naissance, le mésenchyme au contact des faces supérieures et inférieures des plaques osseuses va se différencier en périoste. Ce périoste, il va élaborer l'os dense des tables internes et externes et constituer l'ossification primaire périostique. On se souvient, les tables internes et externes, c'est ce qui prend en sandwich la diploée au niveau du crâne. Entre les plaques osseuses, on va trouver des espaces conjonctifs qu'on dénomme sutures. Et ces sutures, elles vont converger vers des espaces triangulaires qui sont les fontanelles. Ici, vous avez donc les sutures et ici, vous avez les fontanelles. Les fontanelles, il en existe deux principales. La fontanelle postérieure ou fontanelle lambdoïde ou lambdatique qui se ferme 3 mois après la naissance et la fontanelle antérieure ou grande fontanelle ou fontanelle brégmatique qui, elle, se ferme vers 2 ans. Le remodelage osseux, il est indispensable au maintien des propriétés et des fonctions du tissu osseux. Sans remodelage osseux, on n'existe pas. Le tissu osseux, c'est une structure dynamique, en perpétuel remaniement, et il y a un véritable couplage entre les ostéoclastes et les ostéoblastes, puisqu'il faut qu'il y ait une construction ostéoblastique et une destruction ostéoclastique. Et s'il y a trop d'ostéoblastes, ce n'est pas bon, mais s'il y a trop d'ostéoclastes, ce n'est pas bon non plus. Et cette régulation, elle est faite au niveau hormonal, mais également mécanique. Pour ce qui est des facteurs mécaniques, on va parler des ostéocytes. Donc les ostéocytes, ils agissent comme des mécanorécepteurs et ils perçoivent les variations de contraintes qui s'exercent sur le tissu osseux. Cette information, ils vont la transmettre aux ostéoblastes qui peuvent augmenter la synthèse de matrice osseuse ou au contraire demander aux ostéoclastes d'accroître la résorption osseuse. Il existe également des facteurs hormonaux qui sont représentés par deux hormones principales, à savoir la parathormone et la calcitonine. La parathormone, elle est sécrétée par les parathyroïdes en réponse à une baisse de la concentration sanguine en calcium. La concentration sanguine de calcium, on appelle ça la calcémie. La parathormone, c'est une hormone qui est hypercalcémiante, c'est-à-dire qu'on veut que le calcium, il passe des os vers le sang et qui active indirectement les ostéoclastes via les ostéoblastes. Pourquoi ? Parce qu'on veut que le calcium sorte des os pour aller dans le sang, afin de remonter la calcémie. Si on a une hormone hypercalcémiante, vous vous doutez qu'on en a une hypocalcémiante, et c'est exactement le rôle que va jouer la calcitonine, qui est sécrétée par les cellules C de la thyroïde. Elle va répondre à une hausse de la calcémie, et c'est une hormone hypocalcémiante, c'est-à-dire que le calcium va vouloir passer du sang vers les os, et cela va inhiber directement les ostéoclastes, puisqu'on ne veut pas que le calcium sorte du tissu osseux, on veut qu'il y rentre. Ces deux hormones, elles participent au maintien de l'homéostasie, donc phosphocalcique. C'est la fin de cette vidéo et des cours d'histologie pour cette rentrée. J'espère qu'on vous a pas trop traumatisé. Vous inquiétez pas, on va décortiquer tout ça ensemble pendant tout le semestre avec plein d'autres cours très intéressants également. Et je vous souhaite un bon courage, révisez bien et à bientôt.